Chers amis, chers consoeurs, chers confrères et chers compatriotes d'ici et d'ailleurs, c'est avec un immense plaisir que l'Union mauricienne vous accueille aujourd'hui pour une présentation par notre confrère, M. Jacques Pangloss, de sa vision de la réforme judiciaire. Comme d'habitude, cette fonction est organisée dans le cadre de notre volonté d'approfondir la réflexion afin d'enrichir le débat public sur des sujets d'intérêt général. Nous avons à notre actif, entre autres, la publication d'une ébauche d'un projet de loi sur l'accès à l'information, qui est l'oxygène qui maintient la démocratie en vie. Nous avons la publication des propositions pour une deuxième république, Emmanuel Anctil Memorial Lecture 2023 sur la section 10.11.12 de notre Constitution, avec comme guest speaker M. Sachadi Boulel, l'ancien directeur des poursuites publiques. Nous avons eu la présentation et la publication de nos 22 engagements pour Anne-Maurice Meyer. Et le 15 septembre dernier, nous avons eu la publication d'un état des lieux de notre démocratie dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie intitulée « Our Broken Democracy, We the People Must Act ». Aujourd'hui, l'emphase sera mise sur notre engagement numéro 3 que nous avons pris, toute l'équipe de l'Union Maurice, le 2 septembre dernier à Port-Louis. Je cite cet engagement, « Refonder le judiciaire pour que la justice soit une réalité, incluant l'accès et la décentralisation pour un dénouement rapide. » Fin de citation. Donc, un engagement ferme et sans équivoque que nous comptons honorer de toutes nos forces. Dans la République de Maurice, la séparation des pouvoirs fait de l'ordre judiciaire une véritable autorité, indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ce qui constitue l'une des garanties fondamentales de notre État de droit. L'indépendance est pour permettre au judiciaire, de manière impartiale, de juger les actes commis par les individus, mais aussi par l'État et le gouvernement. C'est pour ça que la section 76.1 de la Constitution prévoit, je cite, « There shall be a Supreme Court for Mauritius, which shall have unlimited jurisdiction to hear and determine any civil or criminal proceedings under any law. » Donc, pourquoi refonder le judiciaire pour que la justice soit une réalité? Il y a des sous-entendus, je suppose que vous allez remarquer. La démocratie se définit comme un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Autrement dit, le peuple est le souverain dans l'État. Le dernier mot doit revenir au peuple. Mais la démocratie ne peut cependant se réaliser que si le peuple se trouve informé de l'état des lieux de la République et du sens des choix auxquels l'État se trouve confronté. Être informé veut tout simplement dire le droit à l'information, mais aussi le droit des citoyens à la transparence, c'est-à-dire le droit de savoir comment sont prises les décisions. À l'heure que je vous parle, la presse locale et internationale évoque ouvertement la construction d'une base militaire et le débarquement prochain des officiers et du personnel militaire sur notre territoire qui se trouve à Galéga. Ceci sans aucun démenti des autorités gouvernementales. Et en même temps, nous avons tous été témoins du traitement dégradant et inhumain infligé aux Agaléens, enfants de notre République, dans leur vie de tous les jours. Il est bon de rappeler ici les réactions des parlementaires français en 2012 et 2017 par rapport à un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice sur l'île de Tromelin, qui avait, je cite, pour objectif d'établir un régime de cogestion économique, scientifique et environnementale, ainsi qu'à sa mer territoriale et à sa zone économique exclusive.
Donc, c'était un accord de cogestion entre la République de Maurice et la France. Je pense ici, là, citer 3 déclarations qui ont été faites par les parlementaires français par rapport à cet accord de cogestion. Le premier, je cite, « Ceci est une atteinte claire et sans conteste à notre souveraineté. » Deuxièmement, c'est le détricotage de la France, de son intégrité et de sa puissance maritime qui se joue dans cette affaire. Troisième déclaration, ce traité de cogestion a été qualifié de scandaleux, dangereux, unilatéral et déséquilibré. Mais ici, notre gouvernement se cache derrière une clause de confidentialité et garde toute la population dans le flou sur ce qui se passe sur notre propre territoire. Et je vous rappelle que dans l'accord de cogestion sur Tromelin, il n'était pas question de pistes d'atterrissage, de hangars pour Boeing ou de port. Pourquoi donc refonder le judiciaire? Premièrement, parce que notre système judiciaire, comme beaucoup d'entre nous, confrères, nous connaissons, malgré le Unlimited Jurisdiction under any law de notre Cour suprême, ne permet pas à un citoyen de la République de demander des comptes à son gouvernement. C'est-à-dire le système judiciaire nous laisse sans droit de recours effectif. Et donc, pourquoi nous demandons à refonder le judiciaire? Parce que dans notre jurisprudence, nous avons la décision ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte, qui date de 17 février 1950, où le Conseil d'État affirmait l'existence d'un principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative. C'est dans notre jurisprudence, c'est la première raison pour laquelle nous, à l'Union Maurice, nous avons pris l'engagement de refonder le système judiciaire. Deuxième raison, nous avons en tête l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit, je cite, « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Nous tous, nous savons que notre Constitution a été grandement inspirée par la Déclaration des droits de l'homme européenne. Donc, un droit de recours effectif quand il s'agit des actes de l'administration, du pouvoir exécutif, des actes du pouvoir législatif, des actes du pouvoir judiciaire aussi, et finalement, les actes des personnes privées. Voilà 2 raisons. Je vais laisser à mes amis et surtout notre guest speaker, M. Jacques Pangloss, d'élaborer d'autres raisons pour les réformes judiciaires. Quant à moi, je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire qu'il y a des moments où les peuples de toute nation ont rendez-vous avec l'histoire. Nous, en Maurice, le peuple mauricien, le peuple souverain, nous avons rendez-vous avec notre histoire démocratique. Donc, cette fonction est organisée dans ce cadre-là pour permettre que nous ne ratons pas ce rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Ivo Tanyan, juriste et négociateur syndical, qui va vous adresser quelques mots sur l'histoire de la réforme judiciaire. Oui. Merci, José. Merci, Maître Jacques Pangloss, de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de nous réunir pour parler des institutions judiciaires. Merci, Rama et Nando et Daniel et toute l'assistance pour votre présence aujourd'hui, pour passer en créole, parce qu'il est important qui nous servent nos langues maternelles, pour qui nous cause l'histoire des institutions judiciaires. L'histoire des institutions judiciaires, moi, il y a à peu près 5 minutes pour me causer exote, pas capable de raconter en 5 minutes ça. C'est le moment où vous savez faire une petite balade
rapide à différents points. Nous sommes capables de retracer que l'homme commence à écrire la loi pour que tout le monde respecte cette loi-là depuis au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, tu appelles ça les stèles d'Hammurapi quand ils ont découvert. Et à cette époque-là, tout ça, pierre-là, tu taillais, et tu as la loi-là, écrire là. Et tu as un scribe, la place, qui est capable de lire la loi-là pour régler les conflits entre eux. Nous commençons aussi loin que 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus que 5000 ans de cela, pour dire qu'une société civilisée, c'est une société qui reconnaît et respecte les droits. C'est-à-dire respecter la loi et accepter qu'il y a une règle qui organise les relations qu'il y a entre les individus et les groupes de sa société-là. Et pour que ça existe, il y a une institution. À cette époque-là, 5000 ans de cela, il y a un scribe, il y a des gens qui lisent, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît lire. Dans les temps, nous avons avancé et nous gagnons un pouvoir, une forme de pouvoir qu'appelle la monarchie absolue notamment, qui maintenir un semblant d'institution judiciaire, mais au final, le roi tient la décision absolue. Si un dimoun est condamné pour X raisons, il est capable de faire un pouvoir en grâce devant les rois. Et ça, c'est une tradition qui nous récupère aussi. Il y a des gens, comme je te connais, qui fait pouvoir en grâce avant même qu'ils aient fini de faire tous les autres appels, comme on connaît dans nos pays. Et c'est ce mécanisme-là qui nous est là dans la loi qui instaure une institution judiciaire. Une institution judiciaire, je évolué dans le temps. Et là, encore 200 ans, c'est une forme, pas 200 ans, sorry, encore peut-être 500 ans, qui existait une forme de justice qui s'appelle un duel judiciaire. Quand on a un problème avec un djimoun, allez, nous, escoute ça, escoute l'épée, c'est qui tombe, bon Dieu décide, toi qui tiens à tort. C'est une forme de justice qui n'existait et qui correspond à un certain niveau des mœurs de nos civilisations. Aujourd'hui, nous arrivons en 2023. Et la grande question, je pense, à laquelle nous avons à répondre, c'est est-ce que tout le monde gagne accès à la justice de la même manière? Est-ce que tout le monde est capable aujourd'hui, comment, il y a 5000 ans, à la place, avec 2-3 pièces dans ce poste, il paye un scribe qui peut lire la loi là, qui grave l'eau en rose. Est-ce qu'il est comme ça aujourd'hui? S'il n'est pas comme ça, est-ce qu'il nous rapproche-nous d'un modèle pareil qui rend la justice plus accessible à Bandimoun? Parce que finalement, quand nous guettons bien, si nous guettons Athéniens, qui un pays, comment dire, un pays de la démocratie, tout le monde connaît, la Grèce, Athènes, pays de la démocratie, je te reconnais l'indépendance de la judiciaire. Et il manifestait ça par le fait que le pilier qui appelle le judiciaire dans la Grèce antique, il tient son propre garde, il tient son propre force armée qui est là pour défendre et aussi pour permettre d'exécuter le jugement. Aujourd'hui, nous connaissons que la justice n'est plus comme ça. La justice pénale, la police qui est attaché à lui. La police, lui, est supposée être indépendante. Donc, tout ça là pour dire que l'institution judiciaire, depuis que nos civilisations existaient, il prend différentes formes qui, quand on passe vite fait l'eau, c'est qu'appelle un duel judiciaire, je t'imagine bien, qui s'en a qui sont d'accord, allez, nous rentrons dans la cour, la cour suprême, nous tirons ça, nous tapons ça, pour que s'en a qui en fait une raison, nous partons d'accord avec ça aujourd'hui, qui fait parce que nous avons une meilleure évoluer. Nous avons une meilleure évoluer à tel point que, par exemple, la plupart du système judiciaire, les 180 pays, et dans plus de 160 pays dans le monde, qui n'abolissent la peine de mort. Ça, c'est grâce à nous, les peuples. Les peuples, nous, l'intelligence, nous souhaitons les faire qui, l'institution, ont aussi évolué.
Et aussi, à côté de ça, à côté de la volonté du peuple, il y a aussi des hommes et des femmes, comme aujourd'hui Maître Jacques Pangloss, qui viennent de l'avant avec une proposition. Quand on vient de l'avant avec une proposition pour réformer une institution telle que le judiciaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais justement, c'est ce courage-là qui me salue et me souhaite aussi qu'ils aient aussi saluer le courage de ces hommes libres et indépendants des autres pensées qui, pas peur, pour venir dire qui besoin faire pour capable améliorer la vie des bandes mauriciens. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai le plaisir maintenant d'inviter l'honorable Nando Boda qui pour adresser nous sur la question pourquoi maintenant la réforme judiciaire. Merci, Maître José, Maître Ama, tous les amis qui sont juristes, tous les dirigeants de l'Union mauricien et notre distingué invité, Maître Pangloss. Bonsoir et merci à tous ceux qui sont venus ce soir nous écouter, mais surtout pour écouter notre éminent conférencier. On m'a demandé de poser la question « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi maintenant? C'est une question, une réponse à la fois politique et patriotique. Merci à notre conférencier de venir de l'avant avec des propositions. Patriotique, pourquoi? Parce que nous aimons ce pays et aujourd'hui, il est urgent d'une réforme en profondeur de toutes les institutions et surtout, il est urgent d'une réforme en profondeur d'un des piliers de la séparation de pouvoir, c'est-à-dire le judiciaire. Il y a une nécessité et il y a une urgence, mais la nécessité et l'urgence ont toujours été là. Pourquoi maintenant? Parce que nous avons la détermination et la volonté au niveau de l'Union Maurice. Nous avons la détermination et la volonté, et je le dis partout, nous le disons partout, parce que nous voulons vraiment amener le changement en profondeur et la réforme qu'il faut pour que ce pays devienne un modèle de démocratie dans le monde. Et c'est notre devoir, c'est notre mission. Et je remercie Maître Pangloss d'être là avec nous pour nous guider dans un domaine qu'il maîtrise bien, parce que ça fait plus de 50 ans qu'il est au barreau. Je voulais terminer avec Maître Pangloss, mais au fait, finalement, je commence avec lui. C'est un brillant esprit. C'est un brillant esprit, et c'est quelqu'un qui est pétri de la procédure actuelle, qui est pétri du système actuel, et qui peut donc nous guider pour la vraie réforme, tout comme Maître Rama Valaiden. La justice. Les principes fondamentaux de la justice, c'est l'égalité devant la justice. Nous sommes égaux quand nous sommes à la cour. Tout le monde est égal quand il est devant la cour. C'est ça la démocratie. Deuxième chose, la gratuité de la justice. C'est l'État qui besoin garantit qui est dans les institutions de justice. Il n'y a pas besoin de payer. Comment on peut dire le script? Il ne faut pas payer. C'est l'État, c'est une des obligations de l'État de mettre en place le système judiciaire pour que la justice soit rendue. Troisièmement, la permanence. Quand on gagne un gisement, ce gisement-là, il est resté. Il cite un gisement de 1950. Parfois, nous dit un gisement d'avant. Et puis, il y a des problèmes fondamentaux dans le système actuel. J'espère que Maître Pangloss va nous dire, par exemple, on parle de la rapidité de la justice. Est-ce qu'un cas doit dormir en cour pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans? Est-ce qu'une enquête doit se faire pendant des mois et des mois et des années avant même que la personne puisse être présentée devant un juge ou un magistrat? Justice delayed is justice denied.
Donc, il y a une question de célérité, de rapidité. Et il faut qu'on voit ça, et vous allez voir dans notre engagement, il faut qu'il y ait une justice qui soit rapide. C'est pas possible qu'on ait une élection en 2005 et que le jugement final de House of Lords soit rendu en 2008 et l'élection partielle a lieu en 2008. C'est pas possible qu'il y a des cas comme tout le monde le sait ici, ça traîne. Donc, est-ce qu'on peut avoir une justice plus rapide? Est-ce qu'on peut avoir une justice où le citoyen, selon ses moyens, peut avoir un dénouement rapide? 2/3 des cas sont des cas civils. J'ai vu la réforme qu'on a proposée en France. Réforme des ressources, mais aussi du système, avec l'informatique. Est-ce qu'on peut avoir donc une justice plus rapide? Est-ce qu'on peut avoir une justice égalitaire? Et on dit souvent, le judiciaire, c'est le dernier rempart de la dictature. Et aujourd'hui, il y a une révolution, il y a une réforme qui est en train de se faire en Israël concernant la nomination des juges. Comment on nomme les juges? Qui nomme les juges? Quel est le rapport entre l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le gouvernement et le judiciaire? Qui domine qui? Et là, il nous faut l'absolue indépendance du judiciaire. Parce que le gouvernement s'en va, mais là, le pilier reste. Donc, l'accès à la justice, la rapidité qui est un dénouement. Et, bien sûr, le droit à l'information. Il y a aussi autre chose, on dit, justice has not only to be done, it should be seen to be done. Nous devons, ça veut dire que nous devons avoir la foi dans le système. Dans le système judiciaire. Il faut avoir la foi pour dire que oui, quand je vais en cour, je suis sûr que si je mérite, si mon cas est méritant, j'aurai un jugement favorable. Alors quand on voit tout ça, nous travaillons, mais aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est au fait, c'est notre détermination pour qu'il y ait une réforme du judiciaire, comme nous voulons une réforme dans d'autres secteurs. Pour revenir à Maître Pangloss, c'est un brillant esprit. C'est un esprit libre, mais c'est un esprit juridique aussi, qui aime son métier. Et il a fait ses propositions, ses commentaires sur, par exemple, la procédure de la mise en demeure. Il a parlé de la peine de mort, la peine capitale. Il a parlé de la dénomination de communauté dans notre Constitution. Rama aussi en a parlé. C'est des choses fondamentales, c'est des réformes fondamentales qu'il faut apporter dans notre système aujourd'hui. Et j'ai bien aimé quelque chose. Il a dit dans une interview que sa source d'inspiration, c'est le Mahabharata. Et il lit le Mahabharata régulièrement. C'est une belle source d'information, d'inspiration. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le Mahabharata nous enseigne le sens du devoir, nous enseigne le bien, les grands principes du bien et du mal, et peut nous éclairer dans nos choix et dans nos combats et dans notre mission. Alors, je suis vraiment très heureux d'être là, de dire un mot. Pourquoi la réforme? Au fait, la réforme, c'est une urgence pour nous et nous voulons que tous les amis qui sont là, les hommes de loi, les juristes, puissent nous aider. Et je vais revenir à ce que Rama a toujours dit. Il y a les cashless reforms, il y a des réformes qu'on peut apporter, ça n'a rien à voir avec une ligne budgétaire. Il faut bien sûr, il faut revoir les cours, il faut revoir les ressources, il faut revoir le nombre de magistrats, tout ça c'est technique. Mais il y a des réformes que nous devons apporter et nous voulons absolument apporter et nous avons le courage,   de cette réforme-là. Merci beaucoup.
J'ai maintenant le plaisir d'inviter mon frère et confrère, Rama Valaiden, qui va nous dire qui est Jacques Pangloss. Merci tous les camarades qui sont présents, les Mauriciennes qui écoutent nous, Rodriguez, les Agaliens, tous les exilés de Diego Garcia, de Chagos, les camarades de la diaspora et ici, les camarades qui regroupés au sein de l'Union Maurice. Merci pour votre présence. Mais je demande un applaudissement spécial pour mes camarades Avengers, en particulier camarades Sanjeev Tilakdari, Anouk Goudari, Saou Ben Kounjeli. Moi, je ne pas gagner pour cause de la réforme. Je connais que nous, c'est collégial. Je gagne pour cause de un camarade, Jacques Pangloss. Qui est Jacques Pangloss? Question impossible de répondre. C'est là longtemps, Bernard veut dire un grand philosophe, expliquer qui il était. Donc, les rois là, il y a un petit moment. Il prend 7 dimons avec, il met dans l'écurie, ben dimons qui amènent à parler de ben éléphant. Il dit, ben rentre dans l'écurie, get éléphant. Un avec tous trompe, un autre tous les pieds, un autre tous les oreilles, un autre fait sur les tours, get sur grossière, et à la fin, je gagne 7 différentes définitions de ce qui était un éléphant. Jacques Pangloss, c'est mêmes affaires. Pas pour capable de définir Jacques Pangloss. Il n'est pas fit dans aucune définition. Parce qu'il est l'homme transcendant. Transcende les barrières. Il y a un créole au sens large du terme, pas au sens péjoratif, au sens limité, ce qu'il nous connaît. Large. Jacques Pangloss est un domaine d'Imoun qui est plus intelligent qu'il m'a rencontré. Et moi, on rencontre beaucoup. On rencontre, par exemple, dans Maurice, qui dit Jacques Pangloss, dit aussi ce Gaëtan Duval, qui est bientôt là pour faire son anniversaire. Nous rencontrons beaucoup, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit dans différents endroits, à travers les mondes qui m'ont voyagé. On rencontre beaucoup de monde intelligent. Mais Jacques Pangloss, dans sa petite braquette de Bandimoun, qui m'a qualifié d'extrêmement intelligent. Et pour ça, merci à Dieu. Jacques Pangloss, c'est un avocat qui n'est pas nécessaire de nous publier une mini-biographie de Jacques Pangloss. Et Jacques Pangloss de ce même case. Et ce qui est plus faux là-dedans, c'est qu'il y a un avocat, aujourd'hui, il y a un avocat capon. La majorité. Hein? Donc, Jacques Pangloss, dans sa catégorie d'avocats qui je vrai vis-à-vis de serment qui se tenir en public et qui se prend Dieu comme un témoin. Pas pour fier, pas pour payer personne. Pas un mot qui m'a inventé, ni Sandy n'a inventé, ni qui Jacques n'a inventé, c'est qui nous vivrait nous serment. Et Jacques, merci pour inspirer la nouvelle génération, pour n'a pas peur, pour dire ce qu'il besoin dire, quand besoin dire lui, peu importe les conséquences. Et moi, je viens une autre affaire parce que plus important que tout, et qui nous partage ça depuis longtemps, c'est l'amitié. Nous faisons traquer, oui. Nous faisons beaucoup fêtes. Et il y a un docteur qui s'appelle docteur Jean-Michel Will, W-Y-L. Dans Les Chiens de Satan, il dit la terre s'use. Vraie amitié, l'amitié des âmes, reste à jamais. Ben Dimoun qui lit l'Isis de Platon pour comprendre qu'il filia à plus grand que l'amitié, plus large, pas un mot, on va trouver un mot, peut-être Jacques pourrait éclairer nous. Donc moi et Jacques, nous partageons une amitié qui transcende beaucoup, beaucoup de choses. Philosophe, Jacques Pangloss l'y était.
il y a encore. Visionnaire, Jacques Pangloss, il y a un visionnaire. Un homme fin, un homme doux, un homme profond, Jacques lit tout cela à la fois. Au nom de l'amitié vraie, qui ne peut pas être usée, qui ne peut pas être gommée, moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter mon ami, qui toujours finit mon avocat dans tout bon case qui va finir gagner, Jacques Pangloss, pour adresser notre vision de la justice à Maurice. Merci. Chers amis ici présents, comme vous autres, qui avez le cœur et l'âme mauricienne, mais qui n'habitez pas dans cette contrée et vivez ailleurs, sous d'autres cieux. Aujourd'hui, mon ami Rama m'a fait l'immense honneur de venir dire quelques mots sur ce que je pense est nécessaire à faire dans une république comme la nôtre, qu'on dit démocratique, afin de voir que le ciel bleu se penche sur tout le monde et le ciel bleu écoute les prières de tout le monde. C'est pourquoi je suis venu et je remercie Rama de m'avoir fait cet honneur. Avant de commencer à mettre en place les quelques mots de mon discours, comme il m'a été enseigné depuis très longtemps, quand j'avais encore 19 ans, 20 ans, et que j'étais en France à étudier, et que j'étais à Londres, à Lincoln's Inn, on nous disait, mais écoutez, avant de faire quelque chose, allez voir les classiques, relisez un peu ce qu'on vous a enseigné dans vos humanités, afin de vous en inspirer et de pouvoir dire quelque chose. Alors, j'ai pris un des textes que j'aime beaucoup, qui était là sur ma table, je l'ai ouvert, et c'était Shakespeare, et je suis tombé sur Jules César, écrit par Shakespeare. Feuilletant, afin de voir quelque chose, j'ai vu ceci, et je vous le lis. Alors, ça dit, « It is the bright day that brings forth the adder, and that craves weary walking. » C'était dans Jules César, acte 2, scène 1, Brutus qui parle. Je n'ai pas trouvé d'autre traduction plus probablement croustillante et exacte que de dire ça en créole, et je vais essayer de le faire. Il faut des grands lisous. Pourrait-il là sortir à ce moment-là, faire attention quand tout marche. La loi, sous cette démocratie, je dis bien cette ici, est jonchée de beaucoup de choses difficiles et n'amène pas toujours la satisfaction que l'on veut. C'est pourquoi il faut le grand jour pour voir les dangers, les reptiles et les choses difficiles. J'ai intitulé ce que je veux vous raconter cet après-midi, en ce début de soirée. Je l'ai intitulé « Une justice pour l'homme mauricien ». L'homme avec un H capital. Bien sûr, l'homme, c'est la femme et tout. Et j'ai pensé qu'il fallait se référer à la notion du peuple d'abord. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Quand on parle du peuple dans notre Constitution, si on regarde un peu, vous allez voir que dans notre île Maurice démocratique, le mot démocratique lui-même veut dire quoi? Bien sûr, vous le savez. Démos, du grec, peuple, kraté, la force. Là où la force du peuple règne. C'est ça une démocratie.
Et quand on se dit, mais le peuple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le peuple? On regarde dans la Constitution, on lit, on cherche une définition, et quand on lit la Constitution, on voit que le mot peuple, il vient une première fois à l'alinéa, à la section 8.1a, quand il est question de prise forcée d'une propriété dans l'intérêt du peuple. Compulsory acquisition of property in the interest of the people. Et on voit qu'on parle de peuple aussi, par exemple, quand le chef juge prend le serment, ou un juge de la Cour suprême prend le serment quand il accède à sa fonction. Et je vais vous lire le texte. Premièrement, le texte concernant la prise forcée de propriété. Voilà ce que ça dit. Il ne sera procédé à la prise de possession forcée d'aucune propriété ou l'acquisition forcée d'aucun intérêt ou droit sur cette propriété, sauf si les conditions suivantes sont réunies, à savoir la prise de possession ou l'acquisition est nécessaire ou utile dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l'aménagement urbain ou rural, au développement ou à l'utilisation de la propriété en vue de promouvoir l'intérêt public ou le développement social et économique du peuple de Maurice. Peuple. Et pour le chef juge aussi, on dit, ou le juge, moi, X, je jure ou affirme solennellement que je servirai Maurice et la Constitution dans ma fonction de chef juge ou juge de la Cour suprême et que j'agirai avec droiture vis-à-vis de tout peuple, selon les lois et us de Maurice, sans peur ou faveur ou affection ou malveillance, que Dieu me vienne en aide. Alors, quand le président aussi, qui est désigné prêtre serment, on entend le mot peuple. Mais tout ça ne nous donne pas une idée précise du peuple. C'est vague, c'est flou, c'est très nébuleux et c'est sujet à toutes sortes d'interprétations. Pourtant, nous sommes dans un pays démocratique. Alors, il faut faire quelque chose pour changer, pour avoir une réforme convenable du système judiciaire. Il faut faire quelque chose pour que ce mot peuple ait un sens. Comment faire ça? Un virage dans ce sens pourrait commencer, ça peut-être va vous choquer, en modifiant la section 10.1 de la Constitution. C'est une des sections les plus importantes dans notre vie. C'est une des sections qui fait partie de l'épine dorsale de la loi mauricienne. Je vais vous dire ce qu'elle dit. Toute personne, je commence, section 10.1, toute personne accusée d'avoir commis une infraction, sauf retrait de l'accusation, a droit à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable devant une cour de justice indépendante et impartiale établie par la loi. J'ai là pris la version française de la Constitution qui a été écrite, rédigée, traduite par le professeur Louis Favoreux dans l'édition Best Graphics. Alors, vous allez remarquer que la section, je reviens brièvement là-dessus, parle un procès juste et équitable, dans un délai raisonnable, devant une cour de justice. Ce que je pense il faut changer, d'abord, c'est de définir qu'est-ce qu'une cour de justice.
En ce moment-ci, à Maurice, une cour de justice, c'est soit là où il y a un juge ou un magistrat, ou là où il y a un juge et des jurés. Alors, quel est le changement? Le changement devrait être ceci, que toute cour de justice devrait avoir un jury. Pourquoi? Pourquoi devrait avoir un jury? Pour la bonne et simple raison que c'est là le moyen de doter à la justice, de donner à la justice les moyens d'être démocratique en faisant en sorte que le peuple a un contrôle direct et ferme sur la justice. Comment est-ce possible? Je vous explique. Quand il n'y a qu'un juge, le juge ou bien un magistrat, quand je dis juge, c'est juge ou magistrat. Quand il y a un juge ou bien un magistrat, il est seul. Et il décide du droit. Il est spécialiste dans le droit. Il a appris pour ça. C'est normal. Et il décide aussi des faits. Il y a le droit. On ne doit pas tuer. On ne doit pas faire ceci. Et puis, il y a les faits. Comment est-ce que cela s'est passé? Quand vous mettez un jury, à ce moment-là, voilà comment ça se passe normalement. Et le jury décide des faits. Le juge décide du droit. Donc, mais à Maurice, pas toutes les cours ont un jury. Vous savez, le système de jury à Maurice, c'est vrai, ça existe. Vous allez me dire, mais quel changement? Non. Le jury existe seulement ici à Maurice dans des cas spécifiques. Quand, par exemple, on envoie quelqu'un aux assises pour un crime quelconque, un assassinat. Et là aussi, ça dépend du directeur des poursuites publiques. Tandis que si vous mettez dans la Constitution que la Cour ne peut être autre chose qu'une Cour avec un jury dedans, partout, en Cour suprême, en Cour intermédiaire, partout, il faudra avoir un jury. À ce moment-là, le peuple a son mot à dire dans la détermination de la culpabilité de l'accusé ou non. C'est très important. Pourquoi? Quand il y a un jury, le jury, c'est le peuple. C'est la personne, comme on disait autrefois en anglais, on the Clapham omnibus. C'est la personne qui prend le métro. C'est la personne qui prend le bus. C'est vous. C'est le citoyen mauricien ordinaire, avec ses préjugés, avec ses qualités, mais c'est le peuple, c'est le citoyen. À ce moment-là, le mot peuple a un sens. À ce moment-là, vous vous identifiez au jury, au peuple. Vous ne dites plus, ah, le peuple mauricien. Vous réalisez à ce moment-là que le peuple, c'est vous, c'est le citoyen. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faudrait mettre clairement, lisiblement, presque de façon, à la façon qu'on épelle une phrase, il faut mettre ça dans la Constitution comme ça. Pourquoi il faut épeler et mettre les choses clairement? Parce que une loi devrait être claire. Une loi est telle qu'on ne devrait pas pouvoir la changer facilement, parce qu'elle exprime le bon sens, parce qu'elle exprime l'idée du peuple. Alors, ce que j'ai proposé, c'est qu'on peut définir le rôle du jury ainsi, c'est déjà ainsi, mais il faut mettre ça dans la Constitution. Il faut mettre pour qu'on ne puisse pas bouger un mot, pour qu'on ne puisse pas enlever une virgule et interpréter. C'est l'interprétation qui est difficile.
Alors, il faudrait mettre que la Cour de justice dont on parle dans cette Constitution, la Cour sera composée d'un jury de 12 personnes, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, je suggère, qui décideront souverainement des faits, et d'un juge ou magistrat, parce que ce n'est pas le juge seulement, c'est dans toutes les juridictions, qui décidera du droit seulement. Il faut être précis. Il ne faut pas avoir peur. Le juge n'intervient jamais dans la détermination des faits. Il faut être limpide. Le jury se retire seul et en secret pour déterminer les faits. Et les personnes composant le jury sont choisies parmi tous les citoyens de Maurice de 18 à 60 ans, lesquels citoyens comprennent les langues anglaises et françaises. Alors, c'est pourquoi je dis, un pas pareil serait un grand pas vers la démocratie. Car il n'y aura pas de tribunal de fait où le peuple n'est pas présent. Ainsi, le peuple pourra donner son opinion sur ce qui se passe tous les jours. Et ça va conscientiser le peuple à donner sa désapprobation à l'égard des crimes commis à son encontre. Quand vous jugez quelqu'un aux assises, lorsque le jury va délibérer, c'est en secret, c'est en cachette, vous ne savez pas ce qu'ils disent. Mais on peut présumer qu'ils ne vont pas aller discuter d'un point de droit qui a été pris en 1815 par l'ordre d'un tel, qui a été répété par l'autre l'ordre, et puis qui est venu jusqu'à nous en 2023. Quand on discute pour savoir si quelqu'un est coupable d'avoir tué, ou bien il est coupable d'avoir volé, ou autre chose, le juge, lui, quand il est seul, il est tenu par les raisonnements juridiques antérieurs. Un tel dans tel case a dit que, même si le juge n'est pas d'accord du tout avec ce que l'ordre un tel a dit dans tel case, il faut appliquer la loi comme ça. Le jury n'a pas besoin de donner les raisons. Le jury n'a pas besoin d'accepter les raisons données en 1815. Le jury est un jury de nos jours. Le jury a la mentalité des gens de nos jours. Le jury est celui qui connaît dans son intime conviction qui est coupable, qui n'est pas coupable. Il n'est pas tenu dans un corset. C'est ça. Donner au peuple un contrôle direct, immédiat et ferme sur la justice. Et je crois que ça doit être fait comme ça. Voyez-vous, le jury juge l'homme. Le magistrat ou le juge juge l'accusé. C'est une différence énorme. Moi, je crois qu'il faut avoir un droit et une justice pour l'homme. Cette personne qui est dans le box des accusés n'est pas un sans-visage. Il a une famille. Il a eu des problèmes. Il a connu des difficultés. Il n'est pas venu là par hasard. Quand il s'agit du juge, ces problèmes ne vont pas s'ériger, sauf au moment de la sentence. Il faut juger l'accusé, et puis quand il est trouvé coupable, c'est trop tard, il est coupable. À ce moment-là, on regarde, ah bon, appelez le prêtre du village, appelez ses parents, appelez un tel pour dire les circonstances atténuantes. C'est à ce moment-là seulement que c'est possible. Mais c'est injuste. À mon humble avis, c'est injuste. Il faut, dans toute civilisation, d'abord, l'essentiel, le tout, c'est l'homme.
Amen. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que la loi doit être claire et limpide. Il n'y a que les dictateurs qui disent le contraire. Et je vais vous donner un exemple. Vous n'allez peut-être pas croire. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un dont vous avez tous entendu parler et qui a dit le contraire. C'est celui dont nous vient le Code civil, Napoléon lui-même, Napoléon Bonaparte, cette même personne qui a remis, qui a rétabli l'esclavage le 20 mai 1802. L'esclavage en France fut aboli par la Convention républicaine de 1794, mais Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage sous pression des propriétaires d'esclaves dans les colonies. Et Napoléon a dit de la loi, de la Constitution, la loi suprême d'un pays, il a dit ceci. Voilà ce que dit celui d'où vient notre Code civil. Il faut qu'une Constitution